Bonjour à tous, vous êtes peut-être étonnés, mais effectivement vous avez un podcast cette semaine. Pour ceux qui le savent, nous avons eu un problème technique lors de l'enregistrement de la dernière émission, et nous nous sommes retrouvés sans son et sans image à pouvoir vous poster ce vendredi. Après moult réflexions et grandes discussions, nous avons décidé de faire un résumé de ce qui s'est passé dans l'émission de lundi, et de vous expliquer en gros les grandes lignes des news de cette semaine, de ce dont nous avons parlé. Alors il n'y aura pas les réactions à chaud, David a enregistré ça de son côté, moi je vous enregistre ma voix en direct à l'instant. J'espère que l'émission vous plaira quand même, c'est un format que nous n'aimons pas particulièrement, mais on sent que l'information est à chaud en ce moment et qu'il faut vous transmettre ces informations. J'espère en tout cas que vous êtes contents qu'on ait fait cette émission, même malgré sa qualité et malgré les conditions dans lesquelles elle est enregistrée. Mais voilà, c'est une émission, c'est un Critflix, et la semaine prochaine, vous aurez le Critflix spécial de Noël. On a hâte de vous présenter ça, et celui-là, par contre, sera fait dans des conditions normales de tournage. En attendant, bon podcast. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix, un Critflix particulier qui va se faire dans des conditions particulières où je suis tout seul actuellement devant mon micro et je vais essayer de vous résumer au maximum ce qui s'est passé pendant l'émission de lundi dernier qui est diffusée normalement comme d'habitude un vendredi. David n'est pas avec moi, je vais tenter de vous faire un rapport de news, il a enregistré tout seul chez lui comme un grand ses informations à lui et nous allons tenter de vous faire un résumé. L'émission sera bien sûr beaucoup plus courte que d'habitude, mais le but est de vous proposer quelque chose de régulier et de ne pas manquer à l'appel du vendredi. On sait que vous êtes relativement nombreux à attendre tous les vendredis notre podcast, ou en tout cas à vouloir l'écouter toutes les semaines, et on vous en remercie. Alors voilà, cette semaine, on va commencer par les recommandations. David avait comme recommandation le Téléthon, cette émission de plus de 30 heures sur France Télévisions qui va permettre de récolter des dons pour des maladies. Et voilà, c'est important, encore cette année, vous avez l'occasion, encore pendant quelques jours, d'appeler le 3637 et de faire un don à la télévision directement pour remplir la cagnotte du Téléthon et pour pouvoir permettre à des personnes qui sont malades, qui ont des maladies inconnues, de pouvoir être soignées. Pour ma part, la recommandation, ce sera de Marvels, le dernier film de chez Marvel. Alors c'est un big monumental actuellement, mais n'empêche que le film est un bon divertissement. J'ai passé un excellent moment, les actrices sont vraiment cool, les scènes d'action le sont aussi, c'est original ce système d'échange de pouvoir tout au long du film. Le scénario par contre, bon, ne va pas très loin, mais c'est pas grave puisqu'il se tient d'un tenant. Alors en dehors de ce souci du premier quart d'heure, où on ne comprend absolument rien si on n'a pas regardé les films et les séries qui sont en rapport avec The Marvels, c'est-à-dire Miss Marvel, la série disponible sur Disney+, et le premier Captain Marvel, qui était sorti il y a quelques années, mais aussi la série WandaVision, puisqu'un des personnages récupère ses pouvoirs dans cette série. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup de sens. Mais tout ça pour vous dire qu'après ce premier quart d'heure un peu confus, le scénario du film prend les devants et on peut vraiment s'amuser. Il y a énormément de second degré, beaucoup d'humour, beaucoup d'action aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Petit souci du côté des effets spéciaux, on le sait maintenant chez Marvel, ils ne prennent plus le temps de faire des effets spéciaux corrects pour pouvoir sortir le film le plus rapidement possible. C'est bien dommage, mais c'est pas très grave. Voilà pour nos recommandations. Ce qui est bien, c'est qu'on va enchaîner tout de suite avec les news et une news en rapport avec l'esprit Marvel. The Marvels, plus gros échec. De Marvel signe-t-il la fin de l'ère des super-héros? C'est la question, certes un peu aguicheuse, posée par Constance Jamais dans le journal Le Figaro, daté du 5 décembre dernier. Il faut dire que les aventures de Carol Danvers n'ont vraiment pas passionné les foules à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 11 décembre, mais cet article date un petit peu, mais à date de l'article, c'est-à-dire il y a seulement 6 jours, le film de Nia DaCosta était le plus gros échec commercial de l'univers Marvel, qui n'avait pas connu de tel revers depuis sa création en 2008. Actuellement, The Marvels a rapporté 80 millions de dollars au box-office américain. C'est la première fois qu'un membre des Avengers ne dépasse pas les 100 millions. Et la baisse est tellement forte d'une semaine à l'autre que chez Walt Disney, c'est simple, on décide de se taire et on ne dévoilera aucun chiffre
pour les entrées du mois de décembre. À titre de comparaison, tenez-vous bien, le premier Captain Marvel, qui était loin d'être le plus gros succès de chez Marvel, avait fait 426 millions aux États-Unis. On passe donc de 80 à 426, c'est un rapport pratiquement de 1 pour 6, entre 5 et 6, c'est énorme. Et sur l'ensemble du monde, on est actuellement autour de 116 millions pour The Marvels, là où Captain Marvel avait lui fait 700 millions à l'international. Le différentiel est énorme. Finalement, à part le gros succès qu'a été cette année avec ses plus de 800 millions, 845 millions de recettes, Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est le seul gros succès des films de super-héros. À noter aussi le bid de Ant-Man and the Wasp Quantumania qui n'a fait que 214 millions de recettes aux États-Unis. Et là où c'est plus grave, c'est que The Marvels a coûté 220 millions de dollars à Disney, ça fait donc un sacré trou dans la raquette budgétaire. On le sait, DC a été à l'agonie tout au long de l'année. On attend avec impatience les chiffres d'Aquaman 2 qui va clôturer ce DCEU, le DC Extended Universe. Et on sait que bien évidemment The Flash, il misait beaucoup sur The Flash, n'a pas marché du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que Shazam 2 n'a pas marché non plus. Auparavant, Black Adam a été loin d'être un succès également. Et le reboot finalement ne va arriver qu'en 2025, ce qui fait qu'on n'aura pas de film d'ici en salle en 2024. Et c'est peut-être salutaire d'avoir cette pause, parce que là vraiment, du côté de chez Marvel, c'est une énorme déception. Les journalistes semblent dire, et tous les connaisseurs d'Hollywood, d'après ce que rapporte la journaliste du Figaro, le vrai problème est dans la dilution de la marque. Avec des séries qui arrivent sur la plateforme Disney+, des films, Disney a en quelque sorte, dit la journaliste, saturé l'esprit des fans et rendu incompréhensible cette intrigue générale qui traverse toutes les productions et qui repose sur des mondes parallèles. J'ai à titre personnel plutôt apprécié la saison 2 de Loki, mais c'est quand même vachement complexe. Tous ces univers qui se mélangent, qui s'entrecroisent. The Marvels, comme je le disais en introduction, dans nos recommandations, je n'ai pas compris les 15 premières minutes du film parce que je ne me souvenais plus de WandaVision et parce que je n'avais pas vu la série Secret Invasion. Et donc là, cet univers qui existe depuis 2008, c'est vrai que c'est unique au monde au cinéma, mais ça devient très complexe, notamment avec toutes les mentions de multiverse. Et finalement, il y a une sorte de saturation. Le genre de cinéma de super-héros, très emblématique des années 2010, est sans doute en train de s'essouffler. Ce n'est pas pour autant que ce genre va disparaître, mais il va sans doute se raréfier. Le patron de Disney, Bob Iger, estime que le problème, c'est le Covid, qui a empêché la bonne supervision du tournage de The Marvels, et qui dit que le problème, c'est qu'il y a eu de telles performances avec Endgame, par exemple, qui a dépassé le milliard de recettes, que ça a créé des attentes impossibles en plaçant la barre toujours plus haut. Il dit même ce qui est considéré comme un échec chez Disney serait un succès pour un autre studio. C'est un peu difficile quand même d'affirmer ce genre de choses, puisqu'on rappelle que un différentiel de 700 millions à 100 millions, du 1 pour 7, ce serait un échec, quel que soit le studio. Et puis aussi, du côté de chez Disney, on tire un peu la tête, puisque Wish est en difficulté actuellement, et que Indiana Jones et le Cadran de la Destinée avaient aussi coûté de l'argent à la firme. Alors, pour 2024, Disney va être plus prudent. C'est la première fois depuis des années qu'on n'aura pas 3 films Marvel dans l'année, 3 films du MCU, mais seulement un seul. Ce sera Deadpool 3 qui va sortir en salle. Alors évidemment, on est un peu méfiant parce que Deadpool, déjà moi à titre personnel qui ai lu beaucoup de comics Deadpool, j'étais un peu déçu de la version de la Fox que je trouvais peut-être pas assez cinglante, mais en même temps, voilà, je devais aussi m'attendre à ce que ce ne soit pas la même chose qu'en comics et que ce soit forcément un tout petit peu plus apaisé, mais j'avoue que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus punchy, et là une version Disney, ça peut un petit peu, en tout cas moi ça m'inquiète peut-être un petit peu, et que suite à la grève des scénaristes et des acteurs, Thunderbolts et Blade sont repoussés à 2025, tout comme Captain America A Brave New World. Et on rappelle que les scénaristes et les acteurs, c'est certes la première cause, mais aussi que d'après des indiscrétions, les premières projections test de Captain America A Brave New World ont été catastrophiques et que plusieurs scènes de reshoot ont été mises en place. On a aussi un acteur qui est décédé, qui va être remplacé par Harrison Ford. Et donc, on a beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai que cette question, elle est assez intéressante. Je ne pense pas que The Marvels signe la fin définitive du genre de super-héros au cinéma, mais peut-être qu'il faudra moins de films et des films plus qualitatifs. On le voit, on l'espère en tout cas, avec le nouvel univers de chez DC, porté par James Gunn. Affaire à suivre donc seulement pour Deadpool en 2024, et puis pour tous ces nouveaux films de la franchise Marvel et de la nouveauté du reboot de chez DC en 2025.
Le cinéma se porte mal, mais le jeu vidéo se porte bien chez Marvel, puisqu'on a décidé de faire un nouveau jeu chez eux. Ça s'appellera Blade, ce sera tiré effectivement de la licence du vampire tant connu, qui va bientôt avoir un film dans le MCU d'ici 2025, si je ne me trompe pas. Les ventes de Spider-Man 2 se sont très très bien passées sur PS4 et PS5, ou juste PS5, je ne me rappelle plus, tiens, dis donc. Mais tout ça pour vous dire que le jeu sera fait par Arkane Lyon Cocorico, puisque ce sont les créateurs de Dishonored, de Prey, ou encore de Deathloop plus récemment, qui sont d'excellents jeux, qui ont été très bien notés par la critique. Donc effectivement, cette cinématique donne vraiment vraiment envie. On n'en sait pas beaucoup sur le jeu, hormis que ce sera un jeu d'action à la troisième personne, fait par Arkane en France. Donc voilà, on a très très hâte d'en savoir plus et de pouvoir y mettre la main. Et pour rester dans le jeu vidéo, sachez qu'un documentaire sur Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid, mais aussi de Death Stranding, va voir le jour sur Disney+, qui va suivre lors d'un documentaire le processus créatif de ce monsieur qui a toujours voulu faire des films et qui finalement s'est tourné vers le jeu vidéo, grand admirateur de Guillermo del Toro par exemple. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec cet homme qui est finalement très public mais assez énigmatique et qui s'est fait gentiment remercier des studios Konami il y a déjà quelques années. Donc voilà, ça arrivera au printemps 2024. Mais quitte à passer au petit écran, je laisse la parole à David qui va vous parler de la nouvelle émission qui arrive sur TF1 dont on vous parle depuis quelques semaines. Bonjour. Pas d'excès de politesse de ma part, non, mais bien le nom de la nouvelle matinale de TF1. Ça fait des mois qu'on vous en parle sur Redflix, depuis le mois de septembre, quand l'annonce a été faite. Bruce Toussaint débauché de chez BFM TV, qui visiblement la mauvaise puisque BFM fait un recours auprès de l'Arcom. Eh bien Bruce Toussaint arrivera bien dès le lundi 8 janvier sur la première chaîne d'Europe, sur TF1, tous les matins de 7h à 9h. Et c'est dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, dimanche dernier, 10 décembre, que Thierry Tuillier, le patron de l'info chez TF1, a dessiné les contours de cette matinale qui durera donc chaque matin de 7h à 9h30. C'est important de le noter puisque, vous le savez, TF1 a l'obligation par l'Arcom de diffuser 750 heures de programme jeunesse par an, et donc l'arrivée de cette matinale va rebattre les cartes puisque TF1 ne va plus diffuser de programmes jeunesse que de 6h à 7h du matin. Ça va donc être assez comprimé puisqu'on aura sans doute que 3 ou 4 dessins animés pendant ce laps de temps. Et donc, que va faire TF1 ? Eh bien, c'est assez simple. Du coup, le groupe TF1, pour pouvoir continuer à diffuser du programme jeunesse, va tout simplement déplacer sa case sur TFX. Attention, ça ne va pas compter dans les 750 heures de programme jeunesse que doit diffuser TF1, mais simplement, c'est une manière pour TF1, on va dire, de pouvoir conserver cette case pour que ses habitués ne perdent pas leurs habitudes, que ce soit des enfants plus ou moins grands et qui pourront donc ainsi continuer de voir leurs dessins animés le matin, sauf que ce sera sur la chaîne 11 de la TNT et plus sur la numéro 1. Cette matinale, on sait donc maintenant qu'elle va commencer à 7h et qu'elle va se terminer à 9h30. La suite de la matinée sur TF1, ce sera Téléshopping de 9h30 à 10h30. À noter que dans cette interview au Parisien, menée par Benoît d'Aragon, Thierry Tuillier confirme sans doute, avec de grandes probabilités, l'arrêt de Téléshopping fin 2025, quand le contrat qui lie TF1 au groupe de production va s'arrêter. Ensuite, de 10h30 à 11h, Amour, gloire et beauté, suivi de Les Feux de l'amour, et enfin, Les 12 coups de midi à midi. Cette matinale, donc, verra se succéder plusieurs chroniqueurs autour de Bruce Toussaint. On retrouvera notamment Christophe Beaugrand, qu'on ne présente plus, l'emblématique présentateur de la matinale Week-end sur LCI et qu'on voit dans plein de programmes de divertissement sur TF1, comme Ninja Warriors par exemple, Hélène Manarino, que vous retrouvez aussi à la tête de plusieurs primes sur TF1, et qui présente C'est Canteloup tous les soirs. Vous aurez également Karima Charny, Adrien Gindre, visage bien connu des habitués de TF1, Benjamin Muller, Jean-Marie Bagayoko, Ange Noiret à la météo, Garance par Dijon, Maude Descamps, Vincent Valinduc, qui était le chroniqueur santé de Télématin, Anaïs Grangerac, que vous connaissez également, et Monique Younes. À noter que visiblement, il était prévu que Valérie Damido participe aussi à cette matinale, mais visiblement, ça ne plaisait pas trop à TF1, et c'est pourtant l'un des visages du groupe, Valérie Damido, mais il semblerait qu'on soit plutôt vers une mise au placard de la présentatrice emblématique de DNCO, plutôt que vers une mise
en avant. Il y aura donc 12 personnes autour de Bruce Toussaint et on a appris aujourd'hui, en plus, c'est Télé Loisirs qui le révèle, que Stéphane Etcheverry, ex-présentateur de la matinale de LCI, sera également présent et qu'il sera chaque matin dans une partie de France où il va présenter soit un village, soit un monument, soit une personnalité emblématique. Il sera donc en duplex. Pourquoi cette matinale s'appelle Bonjour? Eh bien, c'est un clin d'œil à l'ancienne matinale de TF1 que les plus jeunes n'ont pas connue, moi y compris, qui s'appelait à l'époque, dans les années 80, Bonjour la France. La question très légitime que pose Benoît d'Aragon, c'est la question de la concurrence que TF1 va se faire à elle-même avec LCI. Et donc, Benoît d'Aragon pose la question à Thierry Tullier qui répond « Les deux matinales seront complémentaires. Celle de LCI va rester très news avec beaucoup de politique et d'international. Celle de TF1 sera ce qu'on appelle une matinale d'accueil avec une présence importante de culture, de santé et de vie quotidienne. Elle aura aussi une forte dimension locale car on va mobiliser une vingtaine de personnes de nos 11 bureaux en région. » Et donc, il explique aussi que Jean-Baptiste Boursier, le présentateur de LCI, était dans la confidence depuis longtemps, et il explique à juste titre qu'en radio, la matinale de France Inter cohabite très bien avec celle de France Info, pourtant toutes les deux matinales de France Télévisions et de Radio France, donc du groupe public. Il explique également que les nouveaux chroniqueurs qui vont rejoindre Maud Descamps et Vincent Valinduc, par exemple, de France 2, ou Benjamin Muller qui était dans les maternelles également sur France 2, il explique également que ce ne sont pas TF1 qui sont venus les chercher, mais c'est bien eux qui se sont proposés à TF1, c'est assez intéressant. Et il dit aussi que il reste modeste, puisqu'il n'y a plus d'émissions en direct à cette heure-là. Alors souvenez-vous, dans les années fin des années 2000, on avait 10h le mag avec Sandrine Quétier et Julien Arnaud, qui est aujourd'hui, qui n'existe plus depuis longtemps. Et sinon, le direct en matinée sur TF1, ben, ça remonte au Club Dorothée. Donc il explique qu'il souhaite être patient et qu'il pensait à une époque commencer sa matinale à 6h30, mais que finalement ce sera à 7h par rapport aux obligations des programmes jeunesse, mais que l'arrêt de Téléshopping pourrait sans doute tout changer. Point de vue audience, actuellement TF1 fait 5% de part de marché le matin. L'objectif, c'est que la chaîne soit à moyen terme dans le top 3 des chaînes de télé sur ce créneau. Actuellement, c'est CNews qui est la troisième chaîne en matinale avec 9%. Donc TF1 aimerait passer de 5 à 9%. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour de cette matinale qui, rappelons-le, débarquera sur TF1 le lundi 8 janvier. En parlant du 8 janvier, le 7, ce sera la nuit des récompenses pour les Golden Globes. Pourquoi la nuit, je ne sais pas, mais ce sera les récompenses des Golden Globes. Alors il faut savoir que, loin de moi, l'idée de vous détailler les nominations des 27 catégories des Golden Globes cette année, mais sachez que des films ressortent forcément avec énormément de nominations, comme par exemple Barbie et ses 9 nominations, Killers of the Flower Moon avec 7 nominations, Oppenheimer qui en a 4 ou 5, Zone of Interest qui en a 7 également. Donc voilà, des gros films qui font beaucoup parler d'eux. Anatomie d'une chute d'ailleurs, qui a eu une récompense au European Film Award cette semaine, ou la semaine dernière, et qui n'est toujours pas en lice pour les Oscars, mais rien n'est perdu apparemment si le film arrive à être distribué aux États-Unis d'ici la fin de la date limite, il pourra peut-être concourir pour la France aux États-Unis pour les Oscars. Quoi qu'il en soit, les Golden Globes, on le sait, ont eu quelques difficultés ces derniers temps à faire parler d'eux, puisque il y a eu des affaires de racisme au sein des Golden Globes, donc ils essayent de récupérer un petit peu leur image. En attendant, vous pouvez aller regarder les nominations sur les sites dédiés au cinéma, comme Allociné, des choses comme ça, mais on vous tiendra surtout au courant des lauréats. Donc ce sera le vendredi qui suivra, le lundi 8 janvier, bien évidemment. Donc dès qu'on aura les infos, on pourra vous en dire plus. Le jeu du ping-pong n'en finit pas avec ce David virtuel qui vous parle derrière vos écouteurs, puisque l'on repasse du grand au petit écran pour vous parler de France 3 qui a tout cassé cette semaine. Du lundi 4 décembre au dimanche 10 décembre, certaines chaînes ont battu des records, et c'est le cas notamment de France 3. Ça ne lui était plus arrivé depuis le 7 août 2017, mais sur la moyenne des audiences, France 3 est en tête en prime time, avec une moyenne de 3 179 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 16,5%. France 3 peut s'enorgueillir d'être le leader sur cette case du prime time, la case préférée
de tous les téléspectateurs et surtout de tous les annonceurs, même s'il n'y a pas de publicité en prime time sur France 3, mais tout simplement la case préférée des chaînes de télé, eh bien, c'est énorme, c'est leur meilleure semaine depuis la fin de l'année 2020 et surtout, c'est la première fois que France 3 est en tête depuis la semaine du 7 août 2017. Un grand bravo à eux. Point de vue chaîne d'info, c'est historique, c'est la première fois depuis 15 ans, depuis 2008, que BFM TV n'est pas leader. Elle est battue par la chaîne CNews, qui du 4 au 10 décembre est leader pour la première fois de son histoire. C'est la première chaîne info sur l'ensemble du public, avec une hausse avec 2,7% de téléspectateurs sur les 4 ans et plus, 33% en plus sur les catégories socio-professionnelles plus, et 18% en plus sur les 25-49 ans. C'est pour la première fois de son histoire que CNews est la première chaîne info sur la semaine. C'est la plus forte progression des chaînes de la TNT, c'est la plus forte progression des chaînes info pour la chaîne de Vincent Bolloré et du groupe Canal+. Et c'est vrai que du côté de chez BFM, on parle, il y a des rumeurs d'une revente. Altis Media pourrait revendre BFM TV. Et du coup, en plein milieu de ce tumulte, c'est pas évident pour la première chaîne d'info de France de passer deuxième. Ce petit tour des news parallèles est terminé. On va tout de suite passer à la chronique télévision. On va tenter de vous faire les audiences et le programme télé. Allez, on y va, je suis bien seul, mais c'est comme ça, hein, vous savez pourquoi, c'est les audiences de la semaine. On commence par lundi soir, avec le carton pour L'Art du crime, 4,4 millions sur France 2. À la deuxième place, La fille au bracelet. On disait que la semaine dernière que la case du lundi soir du cinéma sur France 3 avait tendance à s'essouffler. Eh bien, il semblerait que les téléspectateurs nous ont écoutés puisqu'il y avait 2,3 millions de téléspectateurs sur France 3 et le dernier téléfilm de TF1, Coup de foudre en cadeau de Noël, le dernier téléfilm du fameux cycle Lundi Noël qui s'arrête puisque ce lundi 11 décembre, c'est Dirty Dancing qui sera diffusé, ne fait que 2 millions de téléspectateurs. 2 petits millions, c'est correct, mais ça reste quand même relativement bas. Ensuite, qui peut nous battre sur M6 et sur W9, carton pour Évasion, qui fait près d'1,2 million de téléspectateurs, c'est pas mal du tout. Mardi soir, c'est un carton monumental, mais quand je vous dis monumental, c'est vraiment monumental pour Alex Hugo qui atteint 5,76 millions de téléspectateurs. On vous annonce quasiment jamais ça. Un grand bravo à France 3. C'est pas pour rien qu'ils ont été leaders, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tout au long de la semaine. À la deuxième place, la France a un incroyable talent, qui fait décidément une très belle saison, 3 millions de téléspectateurs, puis Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, 2 449 000 téléspectateurs. Sur TF1, déception pour première année, 1 444 000 téléspectateurs, un film que j'aime beaucoup, avec Vincent Lacoste. Voilà pour les audiences de mardi soir. Il va être temps le mercredi soir que tout s'arrête pour New Amsterdam sur TF1 qui n'est que 4e avec seulement 1,892 000 téléspectateurs. À la première place, c'est France 2 avec Répercussions, 3,2 millions et Des Racines et des Ailes qui est très puissant avec 12% de part d'audience pour cette soirée documentaire consacrée au château de Versailles. Et vous allez voir, en fait, toute la semaine, je vous cite France 3, ça montre que France 3 est puissante, et c'est ce qui fait que, même sur des programmes qui d'habitude font un peu moins d'audience, là, ils sont très loin devant. Et je suis personnellement très heureux de la réussite de Darkwater sur Arte, 922 000 téléspectateurs, et à noter que juste derrière à la 7e place, Green Lantern, le film mal aimé de super-héros, on en parlait tout à l'heure, des films de super-héros un peu mal aimés, celui-là dès le début avait été plutôt mal aimé avec Ryan Reynolds, mais bien là quand même 611 000 téléspectateurs, ce qui permet à Sister d'être devant W9, TMC, C-Star, TFX, Gulli, TF1 Série Film, France 5, RMC, Story Découverte et Chéri 25 et Énergie 12, c'est donc quand même excellent pour Sister et Green Lantern. Jeudi soir, Panda, toujours très fort, mais 4,8 millions, ça reste 1 million de moins qu'Alex Hugo. Mais visiblement, David a beaucoup aimé de nouveau les épisodes 3 et 4, suivi de Meurtre à Colmar. Et d'Envoyé spécial, 1,5 million. À noter que 1,5 million, c'est également le score du complément d'enquête autour de Gérard Depardieu, qui m'a personnellement glacé le sang, et je sais que ça a fait réagir énormément sur les réseaux sociaux. M6 est petit 4e avec Recherche appartement ou maison à 1,2 million. Puis on arrive avec Il y a que la vérité qui compte sur C8 à 800 000 et Elysium sur TF1 Série Film, 747 000 téléspectateurs. Vendredi soir,
Un petit score quand même pour mon chouchou le Téléthon, seulement 879 000 téléspectateurs sur France 3. En tête, c'est Astrid et Raphaël, le rouleau compresseur. 5 385 000 téléspectateurs, 27,7% de part d'audience. Devant le Cannes Comedy Show, à la deuxième place en téléspectateurs avec 1 949 000, mais à la troisième place en part de marché avec seulement 10,1%. C'est la deuxième diffusion du Cannes Comedy Show avec Camille Combal aux manettes. TF1 peut-être utilise trop, mais trop en avant Camille Combal, qui est très populaire, on le sait, les gens l'aiment beaucoup, mais à trop le voir, peut-être que les gens peuvent un petit peu se lasser. Et donc, à noter aussi un programme qui n'a pas énormément buzzé sur les réseaux sociaux, comme TF1 peut-être l'aurait aimé. Et à la troisième place, donc très serré, mais deuxième en part d'audience, Les Indestructibles 2. C'était la première diffusion en clair pour ce film sorti en 2018. Samedi soir, on retrouve en tête, eh bien, comme vous deviez vous y attendre, France 3 avec Enquête parallèle et ses 4,5 millions de téléspectateurs. À la deuxième place, c'est la Star Academy, 3 millions 2. Puis Échappée belle de France 5 sur le podium, 1 214 000 téléspectateurs devant le Téléthon avec ses 993 000 téléspectateurs. Hein, c'est très bas, mais le Téléthon a plus de 80 millions de promesses de dons. C'est un vrai succès pour cet élan de générosité nationale. À noter donc que cette petite audience ne profite pas tant que ça à la Starac, qui ne gagne que 250 000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. Mais c'est vraiment un coup de chapeau pour Échappée belle, qui arrive à la troisième place sur France 5. À noter que Lone Star sur M6, c'est décidément très compliqué avec 947 000 téléspectateurs, mais la série s'arrête la semaine prochaine. Enfin, dimanche soir, c'est pas pour me la péter, mais David avait parié que Liam Neeson serait premier et moi James Bond, mais j'ai gagné avec James Bond. Ça reste une petite victoire parce que j'avais dit 4 millions de téléspectateurs et finalement Mourir peut attendre, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est aussi un film très long, a fait 3,6 millions de téléspectateurs pour 21% de part de marché. C'est plus que France 3 qui est deuxième avec 3 millions 2 pour Les Enquêtes de Vera, et The Passenger avec Liam Neeson n'est que troisième. C'est assez surprenant parce qu'on sait que les films avec Liam Neeson en général marchent très bien, mais là il y avait une vraie concurrence frontale avec James Bond, c'est le même type de public, et du coup seulement 2 millions 7. À 2 millions 2 derrière, on a Zone Interdite sur M6, et à la cinquième place sur Arte, Angel Heart aux portes de l'enfer. Il y a un vrai différentiel puisqu'on passe de 700 000 à 2 millions 2. Vraiment un mouchoir de poche, hein, on va dire entre M6, TF1 et France 3, parce que James Bond est loin devant. Mais après, il y a un gros trou d'1 500 000 téléspectateurs entre M6 et Arte. Et on retrouve ensuite Train, la nouvelle bataille du rail, à la 6e place de la soirée sur France 5, 697 000 téléspectateurs. Liam Neeson, encore lui, 589 000 téléspectateurs, qui du coup, avec Balade entre les tombes, qui du coup ne se sont peut-être pas tournés aussi vers ce Passenger, hein, puisqu'il y avait deux propositions. À noter le très bon score aussi pour Chéri 25 avec Candice Renoir, 543 000 téléspectateurs, puis La Vérité si je mens 2, 509 000, et Les Mystères de l'amour, le grand prime time de la série emblématique d'AB Productions, 484 000 téléspectateurs sur TMC. Et du coup, David, pour hier, qu'est-ce qui s'est passé finalement Eh bien, toute chose, malheur est bon, comme on dit, parce que si on n'avait pas eu de problème technique, vous n'auriez pas les audiences du lundi 11 décembre. C'est donc les audiences d'hier soir, et je vais commencer par vous dire que c'est L'Art du crime qui est en tête à 3,4 millions, mais surtout ce qui m'intéressait, c'est de vous parler du carton de Dirty Dancing, qui dépasse tous les téléfilms de Noël et films qui ont été passés sur cette case du lundi soir, un peu sinistré, hein. On était en une moyenne de 2 millions, 1,9 million, 2 millions 1, 2 millions 2, et donc plus de 2,6 millions pour Dirty Dancing. C'est vrai que c'est un film qui a rendu beaucoup de gens nostalgiques. Je sais que moi, personnellement, je l'ai découvert très tard, et je me suis dit, ouais, bof, mais hier soir, j'étais décalqué, et je pense que je ne m'explique pas, je me suis mis devant, et j'étais, oh, c'est beau, il danse bien. N'importe quoi, j'ai été pris par le jeu, et j'ai regardé le film en entier. La fatigue, ça crée des émotions. Trop mignon. Appel à témoins, souvenez-vous, M6 avait donné un peu une deadline à Julien Courbet. Il fallait faire 2 millions pour que l'émission continue. La dernière fois, il avait fait 1 999 000 ou quelque chose comme ça. Il a donc eu droit à un sursis, et bien, sursis profitable, puisque l'émission est passée au-dessus de la barre des 2 140 000 téléspectateurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Julien Courbet. Puis la vache, 1,8 million, et à noter le carton quand même, enfin le million pour W9 avec Iron Man. Oh bah bien.
Alors qu'on disait, c'est vrai que Black Widow, par exemple, n'a fait que 800 000 la dernière fois. C'est donc, vrai, pour le tout premier Iron Man, qui fait 1 million 1000 téléspectateurs pour être précis. Et donc, on peut vous dire qu'ensuite, Commissaire Magellan, 966 000. Et enfin, Le Seigneur des Anneaux fait 862 000. Donc, c'est un chiffre quand même très correct. Hein. C'est pas un flop, mais c'est quand même derrière W9. Et on sait que chez TMC, on lorgne surtout les audiences de la petite chaîne d'M6. Et donc, le programme de cette semaine, on est désolé, on va perdre en spontanéité, vu qu'on l'avait déjà vécu hier soir, cette scène. J'ai l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin. Donc, ça va être peut-être un peu plus court que d'habitude. On va commencer pour vous dire que samedi, c'est une journée spéciale Miss France sur TF1 avec à 16h10 un documentaire inédit d'1 heure, c'est rare sur cette case, Miss France, leur vie d'après. Puis le show à 21h10 et minuit 50. Miss France 2023, un destin tout tracé. On s'attend à un carton, c'est ça ? On s'attend à un carton, et d'autant que France 2 à côté se la joue un peu cool avec Big Flo et Oli, le concert, c'est assez sympa, un concert en prime time, c'est assez rare, et je pense qu'ils savent de toute façon qu'ils seraient battus, donc pas la peine de dégainer un 100% logique face aux Miss France. On avait dit aussi qu'on était assez fan du Fantasy Symphony Danish National Orchestra, c'est enregistré au Danemark, et c'est quoi tout ça ? Eh bien, c'est un concert symphonique d'un orchestre qui ne va jouer que des musiques de films fantastiques, ce sera sur Culture Box ce samedi soir, et puis Hot Shot sur RTL 9, dont on se demandait s'il avait bien vieilli. Alors hier, on était fous devant le programme du dimanche soir, là on l'est un peu moins, puisqu'on est au courant de ce qui va passer. Mais ça n'empêche que les films sont très bien. Ouais, le duel, ce sera Aquaman sur TF1. On est dans cette correspondance cinéma-ciné qui fait que les choses roulent bien les uns avec les autres, puisque le film Aquaman va sortir le mercredi qui suit, le mercredi 20. Et en deuxième partie de soirée, David, c'est... The Suicide Squad. Version James Gunn. Bien alors sûr. C'est inédit, jamais toujours passé à la TF1. Télé, toujours sur TF1, c'est tard, c'est à 23h35, mais comme on le disait, mieux vaut tard, non pas que jamais, mais que découpé. C'est-à-dire qu'au moins, il ne sera pas censuré, comme il est interdit au moins de 12 ans. Et c'est vrai que c'est un film que j'adore, donc si vous avez l'occasion d'être devant, et j'espère qu'il sera en replay sur MyTF1. J'ai vu qu'hier, après Dirty Dancing, ils annonçaient déjà sur MyTF1, donc ça, c'est chouette. C'est le jour. En face d'Aquaman, ce sera Illusion perdue, le film qui avait fait la radia sur les Oscars à la cérémonie 2022. Sur les Césars. Sur les Césars à la cérémonie 2022, puisqu'il est sorti en 2021. 2h30, donc Vincent Lacoste et Benjamin Voisin face à Jason Momoa et William Dafoe. Et Amber Heard, bien sûr, à voir ce que ça va donner. Un Capital un petit peu vu et revu, même s'il est inédit, sur les secrets du plus grand marché de Noël de France. Sur Arte, La Rivière sans retour. Sur C8, Fernandel, La Vache et le Prisonnier. Sur TMC, première diffusion en clair pour Forte de Katia Levkovitch avec Mela Bédia. On se souvient que c'était le premier film en fait à avoir déserté le cinéma pendant le confinement pour les plateformes Prime, et pour Prime. Et d'ailleurs, on peut se demander sans le confinement, est-ce qu'il y aurait eu ce glissement ? Sans doute pas. Est-ce que les Disney seraient sortis sur Disney+. Mela Bédia remercie très souvent Prime d'avoir racheté le film parce que c'était prévu pour faire des entrées mais pas trop, alors que là, il a défoncé tous les scores de visionnage. Et c'est vrai que souvent, moi, je me pose la question, sans confinement, est-ce qu'on aurait eu Lucas en salle ? Est-ce qu'on aurait eu Saul ? Est-ce qu'on aurait eu Red Alert ? Forcément, je pense. Je pense aussi, mais peut-être qu'ils auraient été tentés aussi de faire des directs. C'est vrai. Ça avait commencé avec Mulan, on s'en rappelle. Sur TFX, Wasabi, bon, ça n'a peut-être pas forcément très bien vieilli. Sur Gulli, La Vérité si je mens, 3, forcément. Les 3 mousquetaires de Paul W.S. Anderson sur Sister. Et sur France 4, la pièce de théâtre Snow Therapy, on était surpris de découvrir ça. Française en plus. Pièce de théâtre française avec Alex Lutz et Julie Depardieu. Mais mise en scène par Osloon. Ouais, c'est ça. Une pièce de Jeanne Le Guillou, Bruno Degas et Ruben Osloon. Qui s'est associé à des Français. Lundi soir, Casse Cinéma continue. Après le bon score de Dirty Dancing, ce sera Le Gendre de ma vie qui sera diffusé. Pas de deuxième partie de soirée. Hier soir, c'était une soirée spéciale d'ailleurs, puisque en deuxième partie de soirée, vous aviez un documentaire sur Dirty Dancing et sur la vie de Patrick Swayze. En face sur France 2, L'Art du crime. Bon rétablissement sur France 3 de Jean Becker. Sur Arte, le film culte sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Et enfin, 30 jours max sera le blockbuster du lundi sur W9 face au Seigneur des Anneaux, les 2 tours sur TMC. Là aussi, évidemment, on va guetter les audiences. Et puis Sissi l'Impératrice qui sera toujours là. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé de Sissi l'Impératrice hier soir, mais parce qu'elle était quand même, juste après Le Seigneur des Anneaux et La Princesse de Clèves, à 560 000 téléspectateurs, ce qui fait que Sissi s'est retrouvé devant TFX, Gulli, RMC Découverte, France 5, RMC Story, Chérie 25, Énergie 12, Sister, C-Star. Donc c'est quand même toujours un très bon score. Et puis, dans le cycle Creepy Monday sur RTL 9, ce sera Dr. Sleep, qui est un film adapté de la suite de Shining. Mais attention,
ce n'est pas la suite de Shining, le film. D'ailleurs, RTL9 n'a pas communiqué les audiences de Shining. Je serais curieux de savoir ce que ça a pu donner. Harry Potter et les reliques de Témor 2, je la refais même en différé, suivi du Prince oublié avec Michel Hazanavicius, de Michel Hazanavicius. Je pense que TF1, n'oubliez pas, ils ont un quota de films français à passer avant la fin de l'année, et peut-être bien qu'ils n'ont pas atteint le quota, même si en général c'est en prime. Souvenez-vous, l'été, on vous avait raconté la petite magouille un peu rigolote qui consiste à passer les films comme par hasard avant 21h l'été, parce que quand un film est diffusé avant 22h25, il est considéré en prime time. Donc les films commençaient à 22h25 sur TMC et TFX cet été, là ils commencent à 23h25, mais bon. Un docu-fiction... L'affaire Jeanne d'Arc, je pense que ça s'est entendu là. Sur France 2. Je suis vraiment désolé. On fait l'effort de faire l'émission, alors acceptez les bâillements. Je sens que je le passionne. Non, il s'est levé très tôt pour ça. Alex Hugo, alors ça va être le dernier épisode de la saison 6. Alex Hugo, la semaine dernière, vous l'avez entendu, 5,8 millions, c'est absolument énorme. Je l'avais pas dit hier, donc ça tombe bien que finalement le micro n'ait pas marché, puisque le film Arrêt Essai... Oui, ça tombe bien. Oui, bref. Ouais, non, mais j'essaye de m'auto-convaincre. Le film Arrêt Essai de Canal mardi soir, ce sera Les Choses Simples, avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois. La France a un incroyable talent. La demi-finale mardi, et la finale va arriver très vite. Exactement. Le Plaisir sur Arte, Le Professionnel sur C8. Alors le Plaisir, on est en 1952, Le Professionnel en 1981. Sissi sur W9, mais attention, c'est une adaptation en série télé. Ok. J'avais entendu parler. Déjà diffusée. Marseille sur TFX avec Cadmerade et Patrick Bosso. Énergie 12 pourrait bien avoir un score assez intéressant puisqu'il propose sur La Piste du Marsupilami ce soir-là. Oui. Et ce sera Le Grinch, version 2000. Le film de Chabat, tout à fait. Le Grinch sur Gulli, version 2000. Mercredi soir, chez TF1, on va sabrer le champagne puisqu'on va enfin écouler le stock d'épisodes de New Amsterdam de 21h10 à 1h30 du matin, soit la diffusion d'abord de la saison 5, épisodes 9 et 10, puis 11, 12, 13. 5 épisodes de suite. On l'a dit quand on préparait cette émission, mais là on vous le redit du coup. C'est vrai qu'on se demande pourquoi TF1 n'a pas soldé les épisodes plus vite, parce que là, quitte à avoir un train tranquille, ils auraient pu quand même... on l'avait dit, c'est que c'était prévu pile poil pour finalement arriver sur le mercredi des vacances. Ça finit aux vacances, voilà. Et donc, c'est un mercredi hyper intéressant, puisqu'il y aura Eiffel, première diffusion sur M6 de Martin Bourboulon. On aura aussi Drame en haute mer sur France 2, Des Racines et des Ailes sur France 3. Et un documentaire, il faudra sans doute payer pour le revoir, donc qui s'appelle Eiffel, les derniers secrets, qui sera diffusé en deuxième partie de soirée, inédit en clair. Puis, à minuit 10, Gustave Eiffel, la technologie derrière le génie, aussi en inédit. C'est marrant parce que M6, ils font pas tant que ça de documentaires, mais ils vont aller t'en pondre un inédit à minuit 10 la nuit. En ce moment je suis un petit peu agacé par M6, mais c'est pas grave. La Promesse sur Arte avec Oscar Isaac qui était sorti en 2016, et donc on le disait aussi en face, TPMP 90 en direct, un TPMP spécial consacré aux années 90, ça ne s'invente pas, qui pourrait aussi faire pas mal d'audience soir-là. Donc c'est une affaire à suivre, d'autant que on aura la rediffusion de Canap 93 sur TMC. Donc en fait, TPMP 90, on va pas se mentir, c'est pour concurrencer Canap 90, enfin Canap quelque chose qui cartonne sur TMC, sauf que je pense qu'ils n'avaient pas prévu que les deux viennent se télescoper à ce moment-là. Et les jouets, le secret de vos jouets préférés, ce sera sur Gulli, et ça va être un peu le Toys That Made Us à la française, c'est ce que m'a soufflé un ami récemment. Jeudi soir, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on parlait dans le vide hier, donc là tu vas peut-être être un peu plus surpris. Et alors, c'était à ce moment-là où je disais que c'est quand même fou que Liam revient. Liam est partout. Voilà, dans La vie est un long fleuve tranquille, c'était Jésus revient. Là, c'est Liam qui revient avec Sans identité, aussi de Raume Colessera, qui était aussi le réalisateur. C'est le titre du film, il revient pas sans identité. Non, c'est le titre du film. C'est aussi un film de Raume Colessera, qui était aussi le réalisateur de Passenger. C'était ça dimanche, j'ai déjà oublié le titre. The Passenger. Oui, c'est ça. Ah bon, c'est lui aussi qui faisait ça ? Oui, c'était aussi Raume Colessera, tout à fait. Et en fait, dans notre analyse où on se disait, tiens, pourquoi finalement ça a fait moins que James Bond, et on était très surpris de voir qu'il avait fait que 2,7 millions. J'ai repensé après par la suite, du coup, comme j'ai revécu cette émission dans ma tête, que c'était peut-être aussi parce que James Bond, ça le concurrençait directement. D'habitude, Liam Neeson fait 5 millions quand il est face à un film français. Mais là, du coup, je pense que les amateurs de films d'action, à choisir, ils ont préféré le nouveau James Bond, ce qui n'est pas illogique. Prodige revient sur France 2. Ça cartonne en général. Et pour le coup, là, ça va pas trop concurrencer notre petit Liami. Mais Liam Neeson, un 21 décembre, un jeudi soir. TF1, tu sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça en plus. Ouais, c'est vrai, je sais. Dites-vous bien, jusque-là, on a quand même du cinéma le dimanche sur TF1, du cinéma le lundi sur TF1, du cinéma le jeudi sur TF1, et je vous annonce la semaine prochaine qu'il y en aura aussi le mardi. Enfin, il y en avait le mardi aussi avec Harry Potter. Là, c'est une semaine incroyable. Dimanche, lundi, mardi, jeudi,
4 prime time de la première chaîne d'Europe avec du cinéma. On n'en parle pas assez. Là, je le signale parce que c'est fou de se dire quand même que, certes, c'est les fêtes de fin d'année. Mais les audiences sont pas... Mais on voit que c'est un programme un peu, encore une fois, moi, quand j'ai préparé le Critflix de Noël, j'étais très perturbé, entre guillemets, de voir que finalement, tous les programmes... comme là, les films de Noël vont s'étendre jusqu'en janvier, on sent que là, c'est pas Noël, mais presque quand même. Les gens sont pas encore en vacances, mais avec TPMP 90, avec des trucs comme ça, avec plein de films, on prépare un peu ça. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. On a vu le débat avec une jeune enseignante qui est aussi bénévole au cinéma, qui, elle, adore cette version. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Je sais que je préfère regarder un film de Noël le 20 décembre que le 4 janvier. Je trouve qu'une fois le 1er janvier passé, je suis plus dans le mood des fêtes. Je suis d'accord. Et du coup, là, l'année dernière, souviens-toi, t'avais regardé quelques films l'après-midi. Je me souviens plus si t'avais regardé on avait essayé. Spirou et Fantasio, t'avais regardé des films comme ça en début d'après-midi. Et on s'était dit, ça nous avait mis dans le mood Noël. Là, le fait d'être en vacances le 22 au soir, bam, ça nous tombe dessus. Et moi, je préfère avoir un peu le temps de préparer, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas que TF1 qui passe du cinéma là où il n'en passe pas d'habitude, puisque sur Canal+, on aura Omar la fraise, qui va être diffusé donc plutôt à réessai le jeudi soir. Sur M6, un téléfilm, le nouveau, de Ludovic Colbeau-Justin, avec François-Xavier Demaison, qui raconte l'histoire d'un... C'est un peu... j'ai oublié ce film avec Michel Blanc qu'on a passé, où il retourne à l'école. Ah oui, les choses simples. Non, je l'appelais... Oh, c'est que des titres un peu relous, là, aussi. Et d'ailleurs, je crois que... Les petites choses, non. Les petites victoires. Les petites victoires, voilà. Et en fait, c'est un peu le même principe, sauf que là, le personnage de François-Xavier Demaison fait un AVC, et il sait plus lire ni écrire, et il retourne à l'école sans le dire à sa famille. Ça peut marcher, et pour le coup, ça peut faire concurrence à Prodige, et pas trop à Liam Neeson. On pourrait bien avoir une surprise avec notre petit Liamy, même si je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. W9 d'or, qui sont les numéros 1 de l'année, jeudi soir sur W9. L'agence, l'immobilier de luxe en famille sur TMC, ça marche pas si mal, ça, tous les ans. C'est fou, hein. En plus, moi, là, ils ont un invité spécial, il n'y a pas un sportif qui vient. C'est possible, ouais. Je sais que moi, ça me parle pas du tout, ce truc-là. Donc, point de vue cinéma, par contre, L'étudiante sur TFX, L'homme au masque de fer sur TF1, série-film, avec Leonardo DiCaprio. C'est pareil, j'ai l'impression que pendant un temps, ça passait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Passager 57 sur Sister et sur Chérie 25, The Impossible. Oh putain, encore. Oui, mais qui n'est plus chez M6, du coup. Ah oui, c'est vrai. Il est parti chez Énergie 12. Donc, voilà. Et alors... On n'y échappe pas quand même. On n'y échappe pas quand même. Le vendredi soir... Il va y avoir des trucs assez cool. Je suis heureux de vous en parler parce que vendredi soir, c'est le début des vacances et on aura une soirée spéciale. Vendredi, tout est permis avec Arthur en prime. Je sais que tu aimes bien cette émission, que tu la regardes de temps en temps. Et donc là, il va y en avoir de 21h10 à 2h40. Voilà. Donc, et des inédits du coup. Et des inédits. Mais en face, ce sera une émission spéciale Noël d'ailleurs. VTEP Noël. En face, Astrid et Raphaël va terminer sa saison 4. Ça va piquer un peu, je pense, y a des chances, pour Arthur. La fête de la chanson française sur France 3, ça peut être un programme qui peut séduire. Et le blockbuster du vendredi soir, c'est Fast and Furious 10 qui débarque sur Canal+. On s'en serait passé. Sur France 5, Danse avec les loups. Ah, bien. Donc c'est assez sympa. Un téléfilm sur C8 qui s'appelle Je m'appelle Bernadette, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sera c'est un téléfilm qui raconte la vie de Bernadette Soubirous à Lourdes, et ce sera suivi des inédits de la saison 3 de The Chosen en deuxième partie de soirée, ce qui n'est pas forcément bon signe puisque The Chosen de base c'était en prime, et je pense que l'année dernière ça n'avait pas fait un grand score. Donc la saison 3 arrive en deuxième partie de soirée. Tati Daniel sur TFX. Saison 3 qu'on avait diffusé nous au cinéma. Oui, qu'on avait passé au cinéma, voilà. Donc les premiers épisodes arrivent le 22 décembre en deuxième partie de soirée. Tati Daniel sur TFX, L'Histoire sans fin sur Gulli, et bien. Sur TF1 série-film, Trois frères, Noël et un couffin en prime time que forcément. Vous pourrez revoir. Et je voulais vous signaler également que vous aurez... où est-ce que j'avais vu ça ? Oui, sur Ciné Plus Premier, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Et sur Ciné Plus Frisson, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Et ainsi s'achève le dernier programme de Noël avant... Noël. Ça va faire du bruit dans vos oreilles, ça va pas être agréable, je suis désolé. Avant le Netflix de Noël. Merci à tous de nous avoir écoutés, en tout cas, pour cette émission un peu chaotique, sans LED rouge allumé sur le micro. Et là, elle est allumée actuellement. Pendant 1h25. Mais on aura bien discuté, alors ça s'est transformé du coup en discussion entre amis. Oui, et ce qui est Critflix d'habitude, hein, d'ailleurs. Hein. Et on a restitué une partie de cette discussion dans l'épisode de ce jour, donc c'est cool. Parce que franchement, hier, on va pas vous mentir, à 19h, on avait dit il n'y a pas d'émission. C'était terminé. Et puis à 19h03, on s'est dit, allez. C'est revenu. Donc voilà. Allez, on se rejoint la semaine prochaine pour le Critflix de Noël. Un gros programme qui arrive. On espère que vous serez nombreux à l'écouter parce que c'est vraiment le podcast qui nous tient à cœur. Ça sera en 2 parties.
pour la première semaine et pour la deuxième semaine des vacances. On Exactement. se dit à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. On est vraiment désolé, vous allez voir ce podcast, vous avez dû l'entendre, ce podcast est complètement chaotique. Il est fait de briques et de broc, mais vous l'avez quand même ce vendredi, ce podcast, et on est très heureux de vous l'avoir offert. Alors pour l'effort fourni, merci de partager, de vous inscrire, de noter. Et de dire aux gens, si vous partagez, qu'il y a des émissions plus fluides que celle-là, par contre. Voilà, c'est ça, lui proposez peut-être pas cette émission-là en premier, mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère que le fait d'avoir été là quand même, malgré les difficultés, ça vous aura plu. Donc voilà, encore merci beaucoup de nous suivre toutes les semaines, malgré ces difficultés-là. Donc écoutez, on se voit la semaine prochaine pour le programme de Noël, et ça va être vraiment très 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 chouette.